c'est un groupe organisé d'un chef, brillant intellectuel, mais pas brillant chef de guerre politique. Voilà, donc si ça ne change pas, et je pense que malheureusement, dans cette forme-là, ça ne changera pas. Il faut que ça devienne un parti politique, et aujourd'hui, ça n'est pas un parti politique. Jérôme Rivière, bonjour, merci de nous avoir rendu visite à Boulevard Voltaire. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes avocat, vous êtes surtout homme politique. Alors je vais rappeler en quelques mots votre brillante carrière. Vous êtes de 2002 à 2007 député UMP de la première circonscription des Alpes-Maritimes. Vous venez de l'UMP. En 2018, vous intégrez le Conseil national du Rassemblement national, et puis vous êtes élu député européen sur la liste du Rassemblement national à l'occasion des élections européennes de 2019. Et à partir de cette date, eh bien, vous êtes président de la délégation française du groupe Identité et démocratie au Parlement européen. C'est là qu'on retrouve tous les députés du Rassemblement national. Et en vue de l'élection présidentielle de 2022, eh bien, vous avez rallié, c'était le 19 janvier 2022, la candidature d'Éric Zemmour, et vous devenez vice-président de son parti Reconquête. Alors depuis, tout cela s'est un peu effrité, vous avez quitté Reconquête, on va en parler, et vous publiez surtout un livre qui est ici, Zemmour, ben voyons, c'est une plongée inédite au cœur de la Zemmourie. Vous avez là 190 pages de coulisses et de récits qui est assez sévère, mais qui est aussi plein d'explications, d'anecdotes, de discussions. On est vraiment au cœur du réacteur de cette campagne d'Éric Zemmour qui a passionné, en tout cas, la droite pendant toute la campagne présidentielle. Alors, première question, Jérôme Rivière, d'abord. Pourquoi ce livre? Vous doutiez bien que ça sèmerait des dégâts, des divisions. Est-ce que vous avez hésité à le faire, ce livre, et qu'est-ce que vous comptiez en tirer de positif? Marc Audrier, merci de m'avoir invité. J'étais venu le jour où j'ai décidé de rejoindre Éric Zemmour. Vous m'aviez gentiment accueilli pour que j'explique les raisons pour lesquelles je quittais effectivement la présidence du groupe du Rassemblement national au Parlement européen. Et à l'époque, je me souviens, j'étais enthousiaste de partir sur cette campagne. J'avais fait à l'époque, je vous l'avais dit, un choix de conviction, c'est-à-dire que j'avais absolument rien à gagner à aller avec Éric Zemmour, puisque je quittais un poste institutionnel. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose, j'ai rien à gagner à expliquer les choses. Ça ne se veut pas un livre d'aigreur, ça ne se veut pas un livre pour régler des comptes, mais vous savez, c'est Camus qui disait à mal nommer les choses, on ajoute au malheur du monde, et je voulais expliquer les raisons pour lesquelles je me retire de Reconquête, et les raisons pour lesquelles mon chemin a divergé de celui d'Éric Zemmour. Et je dis bien Éric Zemmour et non pas Éric, parce que j'ai découvert un personnage un peu différent pendant cette campagne présidentielle. Je n'ai aucun regret d'avoir rejoint Éric à l'époque où je l'ai rejoint. Je reste convaincu que c'est un intellectuel extrêmement brillant, qu'il est capable de dresser, qu'il a dressé un diagnostic extrêmement précis de la situation française, mais un peu comme ces médecins brillants qui viennent dans une chambre dire aux patients « vous avez un cancer en situation terminale, suivez mon traitement et taisez-vous ». Il a oublié que les gens à qui on s'adresse, ce sont des êtres humains, qu'il faut prendre le temps d'expliquer, et que parfois certaines solutions ne sont pas acceptées et qu'il faut être en capacité de l'écouter. J'ai trouvé un personnage qui s'est déshumanisé. Le Éric personnel, que j'ai pu connaître, avec qui on passe un excellent moment, avec qui les conversations sont toujours intéressantes, s'est révélé pendant cette campagne un personnage politique très différent, avec lequel je ne veux plus faire un bout de chemin, parce que c'est trop différent de l'espoir que j'ai pu placer. Alors, et je veux dire à ceux qui nous écoutent et qui aiment beaucoup Éric Zemmour que je comprends
Et j'entends la déception d'un certain nombre d'entre eux qui me disent « Mais pourquoi faire ça? Vous ajoutez de la division ?» Question que vous m'avez posée. Non, ce n'est pas de la division. Il faut savoir les choses parce qu'il ne faut pas répéter les erreurs. Et si Reconquête continue dans la direction dans laquelle ce mouvement s'est engagé, l'échec est assuré. L'échec sera au bout de cette aventure. L'aventure présidentielle, c'est un échec qui n'est pas grave. On va dans un combat présidentiel, on n'est jamais certain de le gagner. Et 7%, c'est déjà un beau score. On est devant les Républicains. Et donc, c'est un score très honorable. Il n'y a pas d'amertume par rapport à un candidat qui n'avait aucune expérience politique et qui démarrait quelques mois auparavant. Exactement. Donc, rien à redire. Il y a des erreurs qui sont faites. Je les raconte dans le livre, un certain nombre de moments où, par inexpérience politique, par méconnaissance, il n'a été qu'un observateur de la politique, mais pas un acteur de la politique. Il fait des erreurs. Ça arrive. C'est pas ça mon reproche. Mon reproche, c'est la façon dont il s'est raidi à l'issue de cette présidentielle, se présentant lui-même aux élections législatives alors que son rôle de chef de parti, c'était de faire campagne pour tous les candidats Reconquête. Empêtré comme il l'était dans sa propre candidature, il n'a pas pu faire campagne pour Reconquête. Et donc le tout s'est résumé à la campagne dans sa circonscription. Les candidats de Reconquête, qui étaient aussi novices, se sont retrouvés un peu seuls. Et par ailleurs, la défaite a été d'autant plus cinglante qu'il a répété une campagne présidentielle, alors qu'une élection législative, c'est une campagne un peu de proximité, campagne dans laquelle on ne doit pas parler que d'idées, mais on doit parler aux gens. On doit avoir un peu d'humanité. Vous savez, ce matin, dans les colonnes du Figaro, je crois, Marine Le Pen répondait à Éric Zemmour qui l'accuse de n'avoir aucune idée. Et elle dit, si, j'ai des idées, mais ce qu'Éric Zemmour a oublié, c'est que derrière l'idée, il y a des gens. Et je pense que c'est ça qu'Éric n'a pas vu. Et ceux qui essaient de lui expliquer, il a été entouré par des gens talentueux. Je ne dis pas ça pour moi, mais pensez à Philippe de Villiers, qui a une longue expérience, qui a des capacités de conteur extraordinaires. Il faut être conteur pour parler aux Français. Il faut être capable de leur prendre la main pour leur dire, regardez, le chemin qu'on va prendre ensemble, c'est celui-là. Éric n'a pas su le faire, je pense, en partie parce qu'il a été terriblement isolé par son équipe la plus proche, notamment celle qu'il a présentée sur une émission de télévision comme étant sa campagne, c'est-à-dire Sarah Knafo, qui est devenue un véritable mur. J'ai vu entre le début de la campagne, les moments où je pouvais rentrer dans son bureau, aller échanger avec lui, une fin de campagne où tout était verrouillé, où finalement les discours étaient écrits, réécrits par cette jeune femme, qui est sans aucun doute un certain talent, mais qui n'a pas l'expérience et qui l'a fermé. Alors, on y reviendra, mais vous expliquez de fait très bien dans ce livre, et on vient de le voir, pourquoi et comment une aventure qui était très exaltante s'est transformée en un épisode que vous jugez très décevant, et son lendemain, c'est votre avis. L'avenir le dira, c'est pas forcément le nôtre, parce que on pense, nous, qu'il y a eu beaucoup de graines qui ont été semées, beaucoup d'éléments apportés au combat pour la France, notamment chez les jeunes générations qui se sont enthousiasmées, mais vous en conviendrez sans doute. Et puis Zemmour a cristallisé un moment les idées de droite, l'espoir de la droite. Beaucoup de nos lecteurs ont vibré pour lui, il en restera quelque chose, l'avenir n'est pas écrit. Mais ça aide, ce livre, à comprendre comment vous avez vécu ça de l'intérieur. Oui, mais je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Absolument. Il a effectivement redonné envie à un certain nombre de jeunes gens de se remobiliser pour la France et les Français. C'est vrai. Mais derrière, il a cassé les choses. J'ai imaginé, j'ai cru qu'il allait être celui qui allait faire l'unité de la droite. Vous savez, dans les premières émissions, dans les premiers colloques, où je représentais Éric Zemmour candidat, j'avais à ma droite la personne qui représentait Marine Le Pen et à ma gauche la personne qui représentait LR. C'est le lieu où nous voulions nous trouver. Au fur et à mesure que la campagne a progressé, au fur et à mesure des propositions toujours plus radicales qui sont sorties, ce ministère de la remigration, je l'ai appris sur un plateau télé, donc sans consultation, c'est de la provoque. C'est pas quelque chose de constructif. Je me suis retrouvé de nouveau à l'extrême droite sur les plateaux et dans les colloques. Le RN était passé à notre gauche. On a contribué à donner à Marine Le Pen une forme d'honorabilité parce qu'on l'a désenclavée. Je ne trouve pas ça utile. Quand j'ai rejoint Éric Zemmour, je ne pensais pas
que j'allais aider Marine Le Pen à trouver une forme d'honorabilité. C'était pas l'idée. Et c'est un peu ce qu'on a fait. J'ai notamment, à la fin de la campagne, l'affaire de Lola qui a été assassinée. Le traitement qu'en a fait Éric Zemmour m'a profondément déplu. Ce qui est atroce, c'est évidemment l'assassinat d'une jeune fille. Ce qui est atroce et ce qu'on doit dénoncer avec fureur, c'est qu'une personne, une étrangère en situation irrégulière puisse être en France, qu'elle ne soit pas renvoyée. C'est ça l'horreur. C'est pas que Lola soit une jeune fille blanche aux yeux bleus. Je veux dire, quelle que soit la couleur de peau de Lola, c'est atroce. Et j'ai été choqué par cette réduction, parce qu'en faisant ça, alors, il donne un écho au wokisme qui divise la société en ethnicité. Ce n'est pas de la France dont je veux, et je pense même que ce n'est pas la France dont il voulait, en tout cas quand il en parlait au début de sa campagne. Alors, Éric Zemmour viendra s'expliquer et répondre quand il voudra, évidemment, à Voltaire, et il est invité. Hein, mais je voulais qu'on se projette avec vous avant d'en venir à cette dégringolade, cette espèce de d'effilochage de la campagne que vous décrivez au moment de la splendeur. Il y a un moment où Zemmour pèse 19% dans les intentions de vote. Vous racontez ça très, très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, au moment où vous êtes engagé? Qu'est-ce qui a séduit les Français? Qu'est-ce qui a fait cette machine de guerre incroyable qui a fait un peu chanceler le paysage politique à un moment de la campagne présidentielle? Vous m'autoriserez, parce que je lis les réseaux sociaux, je vois bien qu'un certain nombre de militants qui aiment beaucoup Éric Zemmour me disent « Mais en fait, Rivière, c'est qu'un opportuniste. » Je voudrais juste rappeler que quand j'ai rejoint Éric Zemmour, il était très bas dans les sondages. Ce n'est pas un moment où il était très haut dans les sondages. Vous étiez le troisième à le rejoindre, je crois. J'étais le premier RN, et je l'ai rejoint au moment où, dans les sondages, c'était utile qu'il ait enfin un RN en responsabilité qui vienne le rejoindre. Donc, ce n'est pas par opportunisme que je l'ai fait, ce n'est pas par opportunisme qu'aujourd'hui, j'écris ce livre. Il a représenté pour beaucoup de Français l'espérance de faire gagner ces idées de droite auxquelles nous sommes attachés, une certaine conception de la France. Moi, le petit film, la petite vidéo de lancement de sa candidature qui refaisait vivre cette France de la fin des années 60, début des années 70, je n'ai pas trouvé ça ringard, j'ai trouvé que c'était une belle nostalgie. Une belle nostalgie. Ce projet-là, je pense qu'il a fait vibrer beaucoup de monde parce qu'il nous rappelait ce que la France avait été, ce que les Français avaient été capables de faire. Et c'est pour ça que j'y suis allé. C'est parce que je pensais vraiment qu'on pourrait redonner aux électeurs cette envie de retrouver cette France. Alors, évidemment, moderne, il ne faut pas caricaturer ce qui a été dit, ce qui a été fait. Il n'a jamais été question de revenir en arrière. D'ailleurs, il ne l'a jamais dit. Il y avait des projets qui allaient de l'avant. Simplement, la radicalité, la tournure radicale qu'il a donnée à sa campagne, en fin de campagne, nous a marginalisés et continuera à nous marginaliser. Pour gagner, il faut rassembler plus d'un Français sur deux. Et c'est... Mais est-ce qu'à un moment, vous y avez cru? Vous vous êtes dit, mais bien oui, on va l'emporter. Je l'ai espéré du fond du cœur, et quand j'y suis allé, je me suis dit il y avait un miracle possible. Évidemment, j'ai cru qu'il y avait j'ai espéré, j'ai pensé, j'ai souhaité qu'un miracle soit possible. C'était l'espérance à ce moment-là. Et alors, la réalité est... Ouais. Mais c'est la vie politique, ça. Alors, vous dites que vous avez été assez déçu par le nombre faible de ralliements venus de LR, du futur LR, vers Zemmour. Les LR ou les gens du Rassemblement national, vous savez, en dehors de... Il y a Gilbert Collard qui est venu quelques jours après moi. Il y a Maxette Pierre-Bacas qui est une députée européenne de Guadeloupe. Vous avez... Marion Maréchal. Marion Maréchal, peut-être un peu tard. J'aurais aimé qu'elle vienne un peu plus tôt. Elle aurait sans doute... mais j'explique dans mon livre les raisons pour lesquelles ça lui donne une part d'humanité d'être justement, d'avoir rejoint Éric Zemmour plus tard, parce qu'elle ne voulait sans doute pas porter la responsabilité d'assassiner politiquement sa tante. C'est lourd à porter, donc il ne faut pas lui en vouloir. Et voilà, les ralliements ont été finalement moins nombreux qu'on ne pouvait l'espérer. Vous savez, il y a beaucoup de politiques qui envisagent la vie politique comme un métier ou comme une carrière. Donc quand vous voulez faire carrière, il vaut mieux ne pas bouger. Hein. Si j'avais voulu faire carrière, je serais resté
patron de la délégation au Rassemblement national, et aujourd'hui, je surferai sur une future réélection. C'est pas comme ça que la vie politique m'intéresse. Oui, mais cela dit, vous avez donc participé à cette euphorie et que vous décrivez très bien dans le livre. Vous dites il y a une ambiance extraordinaire, on regarde les sondages, on se dit qu'on va y arriver. Vous aviez déjà vu, vous, ces meetings géants ailleurs Moi, le premier meeting, c'est celui de Cannes. Et j'ai le plaisir d'y retrouver Philippe de Villiers, dont j'avais fait la campagne des présidentielles en 2007. Il y avait une atmosphère un peu de copains au sens positif du terme, pas de copinage, mais d'amis qui se retrouvent parce qu'on est tous portés par la même idée, la même volonté de faire réémerger une certaine France, de redonner à la France, de lui faire retrouver le chemin de la grandeur qu'aujourd'hui elle a perdu et qu'elle continue de perdre. Et donc c'est effectivement un peu euphorique de se retrouver ensemble. Après, les choses n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait, mais ça arrive. Et encore une fois, le candidat s'est retrouvé isolé, un mur qui s'est construit autour de lui, qu'il a laissé construire. C'est ça. Et alors, vous dites, au moment, malgré que vous ayez quitté Marine Le Pen et le Rassemblement national, vous dites que Marine Le Pen n'a pas la culture d'Éric Zemmour, mais que c'est un exceptionnel animal politique, ce que Zemmour ne deviendra pas à devenir. La politique, ce ne sont pas que des idées, c'est aussi un métier, c'est ce que vous a dit Marine Le Pen. Ben, La suite l'a montré. C'est un savoir-faire et c'est une sensibilité une sensibilité à l'autre, l'empathie, la capacité de comprendre et de sentir, de percevoir dans le regard des gens une attente, une demande et de répondre à cette attente, à cette demande. Je pense que Éric, talentueux soit-il comme intellectuel, n'est pas taillé pour être un homme politique. C'est pas insultant, il n'y a rien d'exceptionnel. Être un homme politique, il est plus au début de la campagne, quand j'étais encore avec Marine, j'avais imaginé un moment qu'il puisse être, qu'il soit à Marine Le Pen ce que Raymond Aron avait été au général de Gaulle. Raymond Aron, c'est un brillant intellectuel, il n'était pas fait pour faire de la politique. J'ai cru que la transformation pourrait se faire, elle ne le peut pas. Et il risque de m'en répéter, mais parce que c'est vraiment un élément. En 2006, Éric Zemmour sort ce livre, Le Premier Sexe, qui d'ailleurs a fait polémique derrière, qui lui a valu, de façon tout à fait injustifiée, une dénonciation comme il ne serait pas féministe, il aurait été misogyne, ce qui n'est pas vrai, il faut le lire, c'est un livre très intéressant. Mais dans ce livre, d'ailleurs, il dénonce la couplisation de la vie politique. Il pointe du doigt tous ces hommes politiques qui sont en couple et dont le partenaire, finalement, leur sert de demi-cerveau. Et il s'est retrouvé, il s'est mis lui-même dans cette situation. Je suis allé le voir, je lui ai dit d'ailleurs, tu devrais relire ton livre. Il m'a dit, je comprends ce que tu veux dire, avec un demi-sourire, et notre conversation s'est arrêtée là. Je pense que c'est l'un des soucis majeurs de la transformation d'Éric Zemmour en homme politique. Ouais, vous êtes assez dur avec Sarah Knafo. Vous dites qu'elle a pris le pas sur le général de la Chesnée, qui était pourtant chargé d'organiser la campagne, et que tout devenait calcul, lutte d'influence et rapport de force. C'est ce que vous écrivez, qu'il y a un climat de méfiance, et vous voyez comme symbole de la déconnexion d'Éric Zemmour par rapport aux Français, hein, disons-le, ces brasses dans la piscine du Ritz. Mais il a un autre élément que j'aime beaucoup dans le personnage d'Éric Zemmour, c'est qu'il n'a pas besoin de la politique pour vivre. Il a fait une vie, il a fait une carrière, il a gagné son argent tout seul. Donc il peut dépenser son argent comme il le souhaite. Mais quand on veut être candidat à l'élection présidentielle, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Et parmi ces sacrifices, c'est de ne pas donner aux Français le sentiment d'être déconnecté d'eux. Il l'a probablement pas fait volontairement, mais il y a des sacrifices à faire. C'est pas toujours. Je veux bien que les gens voient dans le côté politique l'aspect parfois très réducteur, célébrité, protégé par des policiers. Donc il y a une forme de starisation de la vie politique. La réalité, elle n'est pas là. Si vous ne faites pas un certain nombre d'efforts et de sacrifices, bah, les Français ne vous reconnaissent pas en capacité de les représenter. Je pense que ça fait partie, effectivement, de son manque de compréhension de ce que les Français attendaient sur des choses personnelles. C'est-à-dire que Zemmour s'est concentré sur les idées
et sur son amour de la France, sur le destin de la France. Tout le reste lui a paru secondaire. Et d'ailleurs, vous dites vous-même que vous avez sous-estimé l'appui qu'avait Marine Le Pen parmi les gens du peuple. Là, clairement. C'est ce qui a manqué à Zemmour. C'est ce qui a manqué. Peut-être aurait-on pu réaliser une forme de transfert, mais il fallait afficher un personnage différent. Sans que ce soit faux, tout n'est pas travaillé, mais ça demande un effort. C'est pas toujours amusant d'aller passer peut-être du temps à aller rencontrer les Français, mais il faut bien dire que Marine Le Pen l'a fait. C'est parfois long, mais si on veut les représenter, il faut les connaître. Et je pense que des grandes salles où se présentent des militants, c'est enivrant, c'est exaltant, mais ce n'est pas représentatif de la réalité du travail de terrain que doit faire un homme politique. Alors, vous avez parlé donc du candidat, de son entourage. Il y a aussi d'autres causes que vous abordez dans votre livre, ce que vous considérez comme un échec, ces 7%, qui ne sont pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui arriveraient de les faire. C'est un échec au sens où on n'a pas gagné. Voilà. Oui, bien sûr. Mais après, c'est un très beau résultat. Mais voilà. Et ce sont les circonstances extérieures, et notamment la guerre en Ukraine. Oui, complètement. L'arrivée de cette guerre qui vient perturber l'agenda médiatique, qui vient donner un focus sur un sujet qui est particulièrement inquiétant pour l'ensemble des Français. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une guerre aux portes de chez nous, qu'est-ce qu'on doit faire? La question des réfugiés, et je le dis très honnêtement dans mon livre, mon premier instinct, c'est celui d'Éric, se dire on ne doit pas changer de politique. Mais derrière, vous pouvez dire on ne veut pas accueillir des réfugiés par principe et humaniser votre position. Vous pouvez dire on fait des exceptions. Évidemment, la règle, l'idée, dire la France n'a pas comme vocation d'accueillir des réfugiés de la terre entière. Oui, évidemment. Mais après, il y a des exceptions comme toute règle. Et ça, il n'a pas su le faire, il n'a pas su le dire. Il a mis du temps. Et quand il l'a fait sur CNews, je crois, quelques jours après le début de cette guerre, c'était rigide, Surtout, ça avait été exploité par la gauche pendant... ça avait été exploité, mais à un moment, on fait une erreur, on dit j'ai fait une erreur. Je pense que là-dessus, il y a une rigidité du personnage politique qui pose problème pour devenir pour passer la barre. Encore une fois, ce que j'aimerais s'il y a un message que les auditeurs... j'aimerais leur faire passer, c'est que je ne jette pas tout Éric Zemmour. Je pense que l'intellectuel est brillant, qu'il continuera à poser un regard lucide, froid sur les problèmes de la France et des Français. Derrière, j'ai cru qu'il était celui qui était en capacité de résoudre ces problèmes. Non, c'est là que se fait la différence. Et j'espère qu'il passera le relais, parce que dans Reconquête, il y a des gens talentueux. Je pense notamment à Marion Maréchal, qui elle, a ce côté, cette capacité d'empathie avec les Français. Et je pense que son rôle aujourd'hui, c'est de passer le relais. Et il sera toujours là pour défendre les idées. Mais s'il continue, comme il semble le vouloir, ou comme en tout cas son proche entourage le souhaite, à vouloir incarner seul, il y aura un échec. Alors, autre cause de ce dégonflement dans les sondages que vous mentionnez, c'est ce ministère de la remigration. Vous dites quel était l'intérêt de parler de ça à ce stade? Expliquez. C'était une mauvaise idée. Enfin, pour le coup, c'était de faire c'est cousu de fil blanc. Vous avez Pelletier qui était avec Sarkozy au moment de la campagne où ils font le ministère de l'identité nationale, où à ce moment-là, ça devient un focus autour de Sarkozy et ça droitise Sarkozy. Mais bon, Sarkozy, il était le patron du plus grand parti de France. Il était en tête dans les sondages. Et donc, aller chercher un peu de radicalité, c'était utile à sa campagne. On était plutôt en perte de vitesse au moment où cette annonce est faite. Et la recherche de radicalité nous a déportés encore plus loin. Donc, en politique, on ne va pas chercher la radicalité. On va d'abord chercher une plateforme suffisamment large pour avoir une chance que ces idées arrivent au pouvoir. Et donc j'ai trouvé ça très désagréable, et j'ai trouvé ça d'autant plus désagréable que il n'y a pas eu d'échange. Aucun échange au sein de la campagne sur un sujet de cette nature-là. Vous avez un certain nombre de gens qui sont de porte-parole, de gens qui pèsent dans votre campagne, vous en parlez avec eux, vous échangez. Nada.
Ouais, vous dites que vous avez été un peu mis au pied du mur. Ah ben, je l'ai découvert sur un plateau de télé. Euh, Au moment de la soirée, autre petit épisode qui raconte un petit peu une certaine solitude finalement du chef de parti Zemmour. Vous dites que lors de la soirée du premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril, pas de Zemmour, pas d'éléments de langage, et tous les cerveaux, enfin les personnalités de Reconquête partent un petit peu en ordre dispersé, défendre les idées sans avoir été briefés du tout. Totalement, il y a eu probablement quelques échanges individuels. Je ne suis pas dans la tête des uns et des autres, mais je me souviens très bien d'être notamment avec Philippe de Villiers en train d'attendre Éric Zemmour. On échange, on se posait des questions. Quel est le score exact? On est relativement rassuré quand on voit qu'on est devant Valérie Pécresse, parce que c'était un enjeu de démontrer qu'on n'avait pas fait fausse route complètement. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour le second tour? Et en fait, on est parti chacun avec son propre sentiment et sa propre idée. Heureusement, les choses font qu'on était tous dans cette logique de se dire il n'est pas question de ne pas soutenir Marine Le Pen. Donc ça a été assez... Il n'y a pas eu de voix dissonante. Mais heureusement, imaginez le ridicule de la situation si nous étions partis les uns et les autres avec des projets un peu différents. Ça aussi, j'ai fait, je sais pas, ma première campagne, j'ai été dans de campagne et la dernière présidentielle, c'était aux côtés de Marine Le Pen. Elle a 7-8 personnes autour d'elle pour échanger, pour frotter ses idées, pour recueillir un avis. Ça marche comme ça. C'est pas un truc dans une tour d'ivoire, c'est pas quelque chose qui se décide à deux. C'est une équipe. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'il n'a pas réussi à construire. Il n'y a pas d'équipe à... Oui, mais alors c'est vrai qu'il est récent dans le métier. Non, il y avait des gens. Il y avait Philippe de Villiers, c'est comment ça marche, il l'a fait longtemps. J'ai fait plusieurs campagnes, Est-ce que Éric Zemmour ne peut pas finalement apprendre ce métier d'homme politique? C'est un intellectuel brillant. Il avait évidemment ce côté d'homme d'idées, parfois qui peut aller être un peu jusqu'au boutiste, un peu décalé par rapport à la réalité des faits. On l'a vu avec l'Ukraine. Est-ce que finalement la pratique de la politique, la conduite de son mouvement ne peut pas lui apporter ce qui lui manquait? Écoutez, d'abord, je vais faire un peu preuve de modestie. J'ai cru qu'il pouvait gagner, donc je me suis trompé. Donc je suis capable parfaitement de me tromper à nouveau. Mais mon intuition, c'est que son organisation personnelle et son caractère personnel ne lui permettront pas de franchir cette barre-là, parce que c'est des efforts particuliers qu'il n'a pas nécessairement envie de faire, notamment dans son organisation de vie personnelle. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment ça changerait. La Reconquête, au mois de juin, je lui ai dit qu'il fallait que nous organisions des élections, qu'il fallait avoir un congrès. On a eu un simulacre de congrès, un simulacre d'élection. On n'a jamais reçu d'appel à candidature, on n'a jamais pu défendre des candidatures pour expliquer quelle était la ligne politique sur laquelle on souhaitait que Reconquête puisse travailler dans les prochains mois ou prochaines années. Donc non, c'est un groupe organisé autour d'un chef, brillant intellectuel, mais pas brillant chef de guerre politique. Voilà, donc si ça ne change pas, et je pense que malheureusement, dans cette forme-là, ça ne changera pas. Il faut que ça devienne un parti politique, et aujourd'hui, ça n'est pas un parti politique. Si je pensais que ça pouvait continuer de fonctionner, je ne m'éloignerais pas. Et je pense que sur le fond, encore une fois, cette recherche de contrecarrer le wokisme à tout prix, c'est pas un avenir qui permet de rassembler tous les Français. Hier soir, quand il a présenté sur son bouquin, il expliquait aujourd'hui, vous avez un combat droite-gauche, et demain, le vrai combat, celui à partir de 2040-2050, une fois que toutes les personnes nées avant 1950 seront mortes, c'est une façon d'aborder les choses qui, là aussi, c'est pas, ça manque un peu d'empathie. C'est le combat entre les islamo-gauchistes et moi. Non, je ne réduis pas la France à deux sphères qui sont d'un côté les islamo-gauchistes et de l'autre côté quelque chose qui ne représente pas ce qu'a été la France, qui est capable de rassembler toutes sortes de gens pour retrouver le chemin de la puissance qu'on a pu être. C'est pas ma vision.
Aujourd'hui, le Rassemblement national a un groupe très important à l'Assemblée nationale, joue un rôle important. Avec quel œil est-ce que vous regardez ce parti que vous avez quitté? Est-ce que vous regrettez d'avoir claqué la porte? Non, non, les regrets, ça sert à rien. D'une part, je pense que dans les mêmes circonstances, je ferai la même chose parce que, encore une fois, Éric Zemmour a fait le bon diagnostic, celui que Marine Le Pen n'a pas fait. On a effectivement un enjeu de civilisation qui devient tous les jours plus visible. Donc non, je n'ai pas de regrets. Derrière, je suis moi, très content qu'il y ait une opposition plutôt à droite à l'Assemblée nationale, que ce ne soit pas uniquement la NUPES, et qu'on ait effectivement des élus du Rassemblement national qui soient là. L'avenir dira, je reste sur un certain nombre de désaccords avec Marine Le Pen, notamment dans son programme économique. Merci Jérôme Rivière. Merci de m'avoir permis de vous dire, et j'espère que vraiment ce livre, c'est pas ni règlement de compte, ni amertume, mais dire les choses. Merci d'être venu nous voir et merci pour ce livre qui est très intéressant sur les coulisses de la campagne. C'est un récit extrêmement vivant qu'on recommande, même si évidemment vous l'avez vécu avec votre prisme et votre œil. À vous.